Bonjour et bienvenue sur la chaîne Devenez Pro en électronique. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui est de vous expliquer pourquoi il n'est pas possible donc, de commander directement un moteur DC avec un potentiomètre. Donc moteur DC c'est un moteur à courant continu. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait aussi essayer cela? Donc il faut savoir, il y a deux choses à se rendre compte par rapport à tout cela, c'est que on sait, sans rentrer trop dans les détails, que un moteur à courant continu, si on veut faire varier la vitesse de celui-ci, il suffit alors d'appliquer une tension variable à ces bornes. On sait également aussi qu'avec un potentiomètre, il est assez facile d'obtenir aussi une tension variable à partir d'une tension fixe donnée. Par contre, les deux, vous allez voir, ne sont pas vraiment compatibles. En tous les cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de difficultés qui vont se présenter pour arriver à obtenir quelque chose de cohérent et de convaincant. Alors, je vais tout d'abord ici passer brièvement en revue le principe alors qu'on appelle d'un pont diviseur. Alors, le pont diviseur, d'une manière générale, il est constitué alors d'une tension d'alimentation fixe que vous voyez ici, par exemple V1 de 12 volts, constitué de deux résistances ici en série R1 et R2, et d'un point, je vais dire quelque part, qui se trouve entre R1 et R2 où on vient récupérer la tension V haute. Alors, comment tout cela fonctionne? Alors, il faut savoir que selon la loi d'Ohm, on peut dire que le I alim, donc ça veut dire que le courant qui circule, qu'on voit ici en vert sur le schéma, qui est le courant qu'on appelle alim, et quelque part, il sera dépendant bien sûr de la source de tension V1, mais il va être aussi dépendant aussi de R1 plus R2, puisqu'on sait que deux résistances en série s'additionnent. Donc vous pouvez voir ici dans la relation ici I alim, vous voyez bien que c'est égal à V1 divisé par R1 plus R2. Alors ici simplement, je vous ai donné la petite représentation numérique, donc vous voyez que 12 volts divisé par 20 000 ohms, puisque l'on sait que chacune des deux résistances vaut respectivement 10 000 ohms, nous donnerait par exemple 0,6 milliampères. Si je vais plus loin, donc on peut dire d'une manière générale, et donc ça je l'ai déjà dit au-dessus, donc I alim égale V1 sur R1 plus R2. On sait aussi que la loi d'Ohm nous dit que toute résistance traversée par un courant générera à ces bornes une tension qui est proportionnelle à la valeur du courant qui la traverse, multipliée par la valeur de cette résistance elle-même. Donc on peut voir qu'alors que V out est égal bien sûr à la tension borne de R2 est égal I alim fois R2. Si dans cette relation on remplace I alim par l'expression ici du dessus, vous allez voir que, bon alors on peut dire que V out est égal à la tension V in, puisqu'on la retrouve bien là, multipliée par R2 sur R1 plus R2. Donc là vous avez une relation générale du pont diviseur. Donc ça veut dire que la tension V out est égale bien sûr à une tension qui est constante, qui est V in, qui est dans ce cas-ci 12 volts, multipliée par le rapport de R2 sur R1 plus R2. Là vous pouvez comprendre mathématiquement que je veux dire, il est possible d'obtenir des tensions pouvant aller de 0 jusqu'à 12 volts, puisque si jamais vous avez par exemple une tension, une résistance R2 qui est très grande par rapport à R1, vous allez vous rendre compte que si R2 est grande par rapport à R1, on peut simplement à ce moment-là négliger R1, et donc vous allez vous retrouver avec un rapport ici unitaire. Donc à ce moment-là, V out est égal à V in. À l'inverse, si vous voyez que R2 est très petite par rapport à R1, vous allez voir qu'à ce moment-là, R2 pourra être négligé devant R1, et comme R2 sera très petit, vous allez voir que ce ratio ici sera pratiquement égal à 0, et donc V out vaudra bien quelque part 0 volts. Ok, donc ça c'est ici l'explication assez rapide donc du diviseur de tension. Alors comment va-t-on pouvoir utiliser cela? Ce qu'on appelle, il y a des composants qu'on appelle le potentiomètre. Alors le potentiomètre, comme vous voulez voir ici sur la dia, ici j'ai simplement montré une figure avec différentes illustrations. C'est vraiment quelques potentiomètres qu'on peut retrouver facilement sur le marché, et qu'est-ce qu'on constate? Ils ont tous, regardez, quelque part 3 bornes au niveau de leur connexion, qui correspond bien sûr aux bornes qu'on a vues précédemment. Regardez, je vais vous le montrer ici. Donc on peut voir alors à ce moment-là que vous avez, j'appellerai l'extrémité 2, l'extrémité 1, ainsi que le curseur qui est au centre. Donc ça correspond bien quelque part, regardez ici, au schéma qu'on a vu précédemment, donc avec deux résistances et un point milieu. Alors,
Le potentiomètre, qu'est-ce que c'est? La flèche qui est représentée ici n'est rien d'autre qu'on appelle que le curseur. Donc en fonction du potentiomètre, je vais revenir ici en arrière. Alors vous avez ici des potentiomètres qui s'appellent linéaires, vous avez ici des potentiomètres rotatifs. En fonction de la position, soit ici du curseur, sur la partie longitudinale ici, ou la partie ici du curseur, donc sur la partie rotative, en fonction de la position, vous allez en fait avoir ici la flèche ici qui va se déplacer sur l'élément là-bas, ce qui veut dire qu'en réalité on va modifier, soit on va diminuer R1, augmenter R2 par exemple si on dirige le curseur vers le haut, à l'inverse, si on divise le curseur, si on dirige le curseur vers le bas, on va augmenter R1, diminuer R2. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que la somme R1 plus R2 sera toujours, bien sûr, égale à une constante, quelle que soit la position. Donc, voilà, ça c'est le principe même du potentiomètre. Alors ici, vous voyez ici donc une autre représentation. Donc on retrouve bien ici notre alimentation Vin, et vous retrouvez ici le symbole du pont diviseur avec le curseur et la résistance ici représentée. Alors j'utilise beaucoup moi un logiciel qui s'appelle LT-Spice, qui est un logiciel gratuit. Ce n'est pas le but ici de vous présenter en détail le logiciel, ça pourra faire partie d'autres articles. D'ailleurs sur le blog vous retrouverez aussi des articles qui concernent cet outil. Je vais simplement moi me servir de cet outil ici pour un petit peu vous montrer et vous valider tout cela par une simulation. Alors ici donc comme vous pouvez le voir, voilà le circuit, et vous avez ici donc la tension V haute par rapport à Vn. Donc on va ici lancer la simulation. Donc ici d'ailleurs je vais vous expliquer. Donc qu'est-ce que ça signifie ceci? Donc le R égale 10K, ça représente la valeur de votre potentiomètre. Donc c'est la valeur en ohms du potentiomètre entre l'extrémité 2 et l'extrémité 1. Ça c'est la valeur ici qui sera quelque part constante. Donc ça correspond à R1 plus R2 dans le schéma précédent. Par contre ici la valeur val qui est ici égale 20 correspond à 20%, ce qui signifie que dans ce cas-ci c'est comme si le curseur était à 20% de sa position par rapport à l'extrémité ici du bas. Ok, donc si je vais ici vous montrer, je vais le mettre ici pour une question de facilité à 50%. Ça veut dire que s'il est à 50%, on sait que la partie supérieure du potentiomètre, dont dans notre cas si je me souviens bien c'était R2, sera égale à R1. Donc de ce fait-là, il faut s'attendre à avoir une tension ici V haute qui serait égale à 6 volts, puisqu'on se trouve en plein milieu du potentiomètre. Donc je vais ici moi lancer la simulation et vous allez voir. Donc voilà, là il est possible alors, de mettre des probes de tension qui vous permettent donc de visualiser sur le graphique ici sur le dessous la tension. Donc Vin, il est clair que regardez Vin ici, vous voyez ici en vert correspond bien à 12 volts. Et si je mets ici également un probe de tension sur V haute, qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez bien que la tension ici V haute représentée en bleu est bien égale à 6 volts. Si maintenant vous modifiez la valeur de votre par exemple de votre curseur, je vais la remettre ici par exemple à 20%, mais on peut bien entendu la mettre sur n'importe quelle valeur. Vous voyez à ce moment-là, regardez, V haute est en train d'évoluer. Ici, regardez, on a entre 2 et 3 volts. Donc là, vous savez comme ça obtenir n'importe quelle tension. Donc si maintenant je mets par exemple 99.9, alors pourquoi je ne mets pas à 100? Parce que j'ai constaté que d'un point de vue calcul, et ça je ne rentre pas dans les détails, lorsque je mets 100% au niveau du logiciel, ça fait quelques petites erreurs, mais donc vous comprenez bien que 99.99 pratiquement égal à 100%. Regardez, vous avez bien ici 11 volts,999, on est bien pratiquement égal à 12 volts. Si je fais ici, par exemple, pour 0, on met ici 0,1, vous allez voir, pareil, vous voyez que la tension V haute, ici en bleu, est bien égale à 0 volts. Donc ça confirme bien, quelque part, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à ce qui était juste auparavant. Alors donc on peut se rendre compte donc là que notre petit montage ici nous donne bien une tension ici V haute qui est réglable en fonction de la position donc du potentiomètre à partir d'une tension fixe. Alors je poursuis le diaporama. Voilà. Alors maintenant, pourquoi ce montage n'est pas si simple à utiliser? Puisque en fait l'idée on pourrait se dire, bah, tiens, aux bornes de V haute, je vais alors relier mon moteur, et ainsi je pourrais faire varier sa vitesse
entre une vitesse égale à 0, puisque je vais lui appliquer une tension, par exemple, nulle, et sa vitesse nominale, par exemple, si je lui applique la tension maximale. Mais on va se rendre compte que ce n'est pas si simple que cela, et donc je vais vous expliquer justement pourquoi il n'est pas possible de le faire. Alors, je vais passer ici à la dia précédente. Donc, regardez, qu'est-ce que je représente? Je reviens ici, moi, sur un montage classique, donc du pont diviseur, avec R1 10K, R2 10K, et imaginons que on viendrait connecter donc, un moteur, par exemple, donc entre V haute et la masse, puisque ce serait bien sûr le but recherché, puisqu'on voudrait venir appliquer le moteur, on voudrait le connecter aux bandes de V haute. Mais si vous prenez ce schéma-ci, on se rend vite compte également, ceux qui ont encore un petit peu des connaissances au niveau de la mise en série parallèle des résistances, que deux résistances en parallèle vont s'influencer l'une l'autre, puisque on sait que la résistance équivalente de deux résistances en parallèle répond quelque part à cette équation-ci. Donc c'est R1 fois R2, alors oui, par contre, écoutez, excusez-moi, ici, j'aurais dû maintenant, voilà, c'est une petite erreur, mais bon, je ne vais pas refaire le transparent. Le R1, ici, correspond en réalité à R chargé ici. Attention, ce n'est pas le R1 qui est ici, excusez-moi pour la petite erreur dans l'équation, donc ici, j'aurais dû mettre R charge fois R2 sur R charge plus R2, mais ça ici, c'est la relation quelque part générale de deux résistances mises en parallèle. Et donc, si vous voyez ceci, vous allez vite vous rendre compte à ce moment-là que deux résistances de même valeur en parallèle, la résistance équivalente est égale à la moitié d'une des deux valeurs. Donc, en d'autres termes ici, vous allez voir qu'à ce moment-là, votre pont diviseur, donc la résistance équivalente du bas, n'est plus égale à 5 kg, mais 10 kg. Ce qui veut dire que le fait de venir connecter une charge, en l'occurrence une résistance de 10K aux bornes d'une 10K, voilà que la résistance du bas est égale à 5K, et donc vous comprenez tout de suite qu'à ce moment-là, la relation qui lie V out à V in est fortement changée, puisque nous n'avons plus 10K au niveau de l'équation, mais bien 5K. Ce qui veut dire que la tension, on espérait avoir 6 volts, mais du coup on a 4 volts. Donc dès que l'on vient en fait connecter une charge au bornes du pont diviseur, ça vient influencer quelque part cette charge. Okay, enfin, pardon, ça vient influencer le pont diviseur et tout le principe qui tourne autour du pont diviseur. Alors, je vais revenir maintenant dans le cas de ce qui nous concerne. Alors, en fait, ici, pourquoi je parle d'un moteur? C'est parce que c'est un exemple qui a été utilisé par des étudiants lors d'un projet. Et donc, l'objectif, eux, ils devaient en fait faire varier la vitesse de leur petit moteur à courant continu. Et ils s'étaient dit, bah alors, je vais utiliser donc justement le potentiomètre. C'est pour ça que je reviens sur l'exemple du petit moteur ici, pour vraiment illustrer alors la problématique que eux ont rencontrée. Alors, eux avaient à leur possession un petit moteur, donc qui était un moteur qui devait être alimenté sur une tension de 12 volts, vous voyez ici. Et ce moteur, on estime d'après les caractéristiques que lorsqu'il est en charge, ça veut dire lorsqu'il est sollicité de manière normale, il consommerait plus ou moins 350 millièmes d'ampères. Alors, à leur disposition, les étudiants avaient utilisé un potentiomètre de 470 ohms, et ils avaient à leur disposition une tension de 24 volts. Alors, on sait que, donc si on branche un petit moteur et qu'il consomme quelque part 350 mA sous une tension de 12 volts, on peut toujours alors se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer ce moteur dans l'explication qui va suivre par une résistance qui, elle aussi, à son tour, absorberait le même courant s'il était soumise à une même tension. Et donc, on peut toujours reprendre quelque part la loi d'Ohm qui dit que R égale U sur I. Donc, je dirais, voilà, une tension de 12 volts appliquée, plutôt qui fournit un courant de 350 milli, ça correspond plus ou moins à une résistance de 34 ohms. Ça veut dire que si je reviens dans l'exemple donc des étudiants, ils avaient en leur possession un potentiomètre, regardez,
de 470 ohms au total. Donc imaginons qu'on place le curseur sous la position centrale pour obtenir par exemple 12 volts. Et ici il est clair que j'ai une tension de 24 volts au départ. Donc on pourrait remplacer le potentiomètre par deux résistances en série de 235 ohms, ce qui nous donne bien 470. Si maintenant je mets moi le moteur et ici une résistance équivalente de plus ou moins 34 ohms en parallèle, ben, en fait LT Spice, donc ça, cette petite capture d'écran vous montre simplement la simulation qui a eu lieu dans LT Spice, et on se rend compte que on part d'une tension de 24, on espérerait avoir 12 volts, et regardez, la grosse surprise, on retombe ici à 2,7 volts, loin des 12 volts recherchés, donc ça cause vraiment un problème. Et d'où vient tout cela? Ben, regardez, on pourrait très bien refaire le calcul de tout à l'heure, à savoir, attendez, voilà, donc j'aurais bien voulu s'égommer tout ça, mais parce que ça fait un peu brouillon. Voilà, mais tant pire. Et donc ici, vous avez la relation bien entendu qui lie Vout à Vin. Maintenant, pourquoi est-ce que ici maintenant R4 vaut 30 ohms? Mais simplement la mise en parallèle de comment dire, de la résistance de 35 en parallèle de 235, vous ferez un peu le calcul et vous obtiendrez ici plus ou moins 30 ohms. Et du coup, si vous refaites votre calcul ici, reprenant cette relation-ci, vous allez voir que vous allez aussi obtenir une tension de l'ordre de 2,7 volts. Alors, je vais continuer ici. Ça, c'est simplement aussi la simulation donc dans LT Spice. Je vais vous montrer ça également. Donc, si je fais ceci, voilà, non, c'est pas, excusez-moi, je suis pas sur le bon élément. Je coupe ça, voilà. Je ferme ceci, excusez-moi, mais bon, un petit peu le temps de déplacer. Et donc, voilà, si je reprends là, je reprends bien, moi, ici, les 50 dans LT Spice. Je lance la simulation, et là, regardez, vous avez bien ceci. Donc, ça veut dire que le moteur vient fortement influencer l'ensemble. Alors, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait très bien modifier la position, bien sûr, du curseur. Regardez, je vais jouer le jeu, je vais la mettre pratiquement en fin de course, à 90%. Je relance ici le test, et regardez, à 90%, on n'est pas encore à 12 volts. Donc, il faut vraiment monter très haut. Je pense, je tape ici 98%. Ben voilà, hein, là par contre on est un peu trop haut. Vous vous rendrez compte que, regardez bien, ce qui est vraiment bien à voir, c'est que regardez, je change ici d'1%, regardez comme ça change fortement au niveau de la tension de sortie. Ce qui veut dire que vous allez avoir quelque chose de hyper sensible, ce qui veut dire que vous allez à peine toucher, je veux dire, le curseur de votre potentiomètre, que la tension va, elle, fortement changer en sortie. Regardez, ça veut bien vous dire que 2% sur un potentiomètre qui fait peut-être 300 degrés, un peu de choses près, un potentiomètre rotatif, peut-être 320 degrés, grand maximum. Vous vous rendez bien compte que 2%, on touche à peine le potentiomètre au niveau de la rotation, que ça va fortement influencer votre tension de sortie, d'accord? Mais voilà, il est toujours bien sûr possible de l'obtenir, hein, mais vous voyez que ça ne sera pas du tout aisé, et donc ça va pas être très pratique. Par contre, vous allez quand même avoir une grosse problématique. Je vais revenir donc sur mon vidéo, voilà. Donc tout ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Regardez, à 93,5%, vous avez à peu près 12,19%. Et donc ici, je dis, et c'est pas tout. Alors pourquoi? Parce que il faut bien vous dire deux choses. Lorsque vous développez, que vous dimensionnez des circuits électriques ou électroniques, vous allez toujours être confronté à deux choses. La première, c'est celle que je viens d'expliquer, savoir que on s'attend à avoir un résultat désiré, ça veut dire qu'ici on voudrait avoir une tension réglable facilement et tout se passe très bien, et on s'est rendu compte que il y avait des petites subtilités qui faisaient que on n'avait pas le résultat escompté. Ça c'est une chose, c'est pas encore très grave, mais malheureusement on est déçu parce que ça ne fonctionne pas et on n'a pas vraiment ce qu'on recherche.
Par contre, il y a un autre point hyper important, c'est que souvent, quand on développe, quand on fait du dimensionnement de circuit, il y a l'aspect, je le répète, fonctionnel, mais il y a l'aspect aussi, je veux dire, destructeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on ne fait pas attention à tout, on va se rendre compte que le schéma, le dessin, le design qu'on a envie de mettre en place, s'il est mal dimensionné, il va tout simplement parfois partir en fumée. Alors, pourquoi? Ça, je vais ici de nouveau vous l'expliquer rapidement. Donc, on s'est rendu compte que on peut voir que le moteur, donc vous allez avoir ici donc un courant qui va bien sûr passer, être délivré par l'alimentation, traverser le potentiomètre, qui est réglé, regardez ici à 93,5%, traverser le potentiomètre et traverser le moteur pour aller rejoindre la masse. Donc c'est quelque part ici le moteur qui va être le plus gros consommateur. Vous allez avoir ici également le courant ici représenté ici en vert, qui est simplement le courant qui était le courant initial sans même avoir connecté le moteur, qui traverse le potentiomètre. Maintenant, si vous faites un petit calcul rapide, vous allez voir que le courant ici en vert, qui est relativement faible par rapport au courant ici en rouge qui traverse le moteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que vous devez bien... Alors, on peut déjà imaginer une chose, c'est que pour obtenir ici 12 volts au bord du moteur, c'est que là, le potentiomètre, on a vu, était réglé à pratiquement sa valeur maximale vers le haut, donc 93,5%, ce qui veut dire qu'ici, globalement, vous allez avoir ici une résistance de l'ordre de 30 ohms. Pourquoi? Puisque on va voir que la mise en parallèle de 34 sur le reste, globalement, vous allez avoir ici quelque part entre 30 et 34 ohms ici au niveau de votre potentiomètre. Donc ce courant va traverser cette résistance de 30,4 ohms pour ensuite traverser celle du moteur. Alors, il faut bien vous dire en électricité que tout élément résistif traversé par un courant va dissiper une puissance. Bien sûr, puisque on sait en électricité que la puissance dissipée par une résistance électrique traversée par un courant est égale, ou du moins, et peut être calculée par relation du R fois I carré, ou U carré sur R. Ça vient du fait que la puissance en électricité est égale à U fois I. Donc ça, c'est suite à quelques petites transformations de formules. Vous allez avoir du U carré sur R, ou R fois I carré. Et donc, quelque part ici, si j'estime globalement la résistance ici du dessus du potentiomètre à 30 ohms, mais on a dit, puisque on sait que la loi d'Émaille nous dit que la tension totale, je vais essayer de présenter, voilà, ici, donc, non, ça ne va plus. Bon, la tension, bon, excusez-moi, mais je voudrais simplement mon stylet, désolé, ne va plus. Voilà, attendez, excusez-moi 2 petites secondes. Voilà. Ok. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc la tension Vin est égale à la tension ici du dessus, plus la tension quelque part aux bornes ici, entre autres du moteur. Et donc, comme on voit ici qu'on a de l'ordre de 12 volts ici, qu'on a ici de l'ordre 1, qu'on a ici 24 volts, donc on doit ici retrouver plus ou moins 12 volts. Excusez-moi pour l'écriture, c'est pas évident d'écrire avec le stylet. Et donc, c'est pour ça que au bord de la partie supérieure du potentiomètre, vous avez une tension de l'ordre de 12 volts qui au carré vous donnerait 144 divisé par 30 qui est la valeur plus ou moins de la résistance. Et regardez bien, grosse surprise, vous avez ici une puissance de 4,8 watts. Il faut savoir que les potentiomètres que je vous ai montrés dans la première ou la deuxième dia sont des potentiomètres à caractère électronique, sont des petits potentiomètres. C'est d'ailleurs ce qui a été utilisé par l'application ici, par les étudiants. Ce sont des potentiomètres peut-être grand maximum de 1 watt. Souvent même des 1,5 watts, ce qui veut dire quoi? C'est que si on les sollicite trop fort, dans ce cas-ci, à 4,8 watts, ils vont simplement, à un moment donné, et très rapidement d'ailleurs, partir en fumée. Vous allez simplement détruire par effet calorifique. Vous allez simplement brûler votre potentiomètre et donc votre montage il va fonctionner peut-être quelques secondes, voilà, puisque bien sûr ils sont trop fort sollicités. Donc ça on est vraiment dans la problématique destructrice quelque part au niveau de la conception. Et donc voilà. Donc ça peut pas marcher. Donc là on a vu que c'était pas si simple que ça. D'une part le côté, on n'a pas vraiment de résultat escompté au niveau de la tension que l'on souhaite obtenir, et puis on a un souci alors au niveau de la destruction de l'élément. Alors je vais quand même ici ne pas arrêter mon exposé, voilà, on ne sait plus rien faire. Non, il y a quand même moyen
de pouvoir quand même trouver une solution. Alors la solution en fait c'est quoi? Puisqu'on se rend compte que la problématique qu'on a rencontrée, elle est finalement liée au niveau du potentiomètre. Pourquoi? Parce que en fait le fait de délivrer du courant vers le moteur, ça venait influencer au niveau de nos réglages, de par le fait qu'on mettait une résistance une résistance en parallèle sur le potentiomètre, donc on venait influencer notre relation, mathématique du pont diviseur initial, et puis le fait que ce courant n'étant pas négligeable, eh ben, en fait, on peut venir aussi détruire le potentiomètre. Donc l'idée serait quoi? Ce serait peut-être d'essayer de se dire, bah tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas ici placer quelque chose, pour l'instant encore inconnu, entre le potentiomètre et le moteur, de manière peut-être à ce qu'on vienne moins influencer le potentiomètre. Donc, l'idée, là aussi je ne vais pas rentrer trop dans les détails du transistor parce que ça ne fait pas l'objet de cet article, mais je vais simplement ici vous montrer quelque chose. On va ici placer un transistor. Je vais dire ici, voilà. Donc on va simplement prendre une borne du transistor, à savoir la base qu'on viendra relier au potentiomètre. Le courant principal qui va pouvoir être délivré quelque part au moteur ne passera plus regardé par le potentiomètre, mais quelque part va passer à travers le transistor. Il est d'ailleurs prévu pour cela. Et donc il viendra directement de l'alimentation, pourra traverser le transistor et viendra alors alimenter le moteur. Donc le potentiomètre, lui, quelque part, le courant, je l'appellerai de puissance, n'est plus issu du potentiomètre, il viendra directement de l'alimentation. Alors, en fait, le potentiomètre ici, lui, viendra simplement, je vais dire, appliquer ce qu'on appelle une consigne, c'est-à-dire une tension, et vous allez voir que ça va considérablement remédier au problème. Alors, je poursuis donc je vais de nouveau ici effacer, pardon, je vais bien voulu, excusez-moi, voilà. Alors, donc au niveau du transistor, il y a des désignations, puisqu'on a parlé ici de courant, donc il y a le courant ici IC, le courant IB, donc puisqu'on sait ici que c'est la base du transistor, le collecteur, donc c'est le courant collecteur IC, on appelle ça ici l'émetteur du transistor, c'est le courant IE. Et donc, en fait, l'idée en fait dans un transistor, c'est que on va essayer d'injecter un petit courant IB dans le transistor, ce qui permettra de faire passer ici dans le transistor un courant IC beaucoup plus important. Et dans certains transistors, on peut se rendre compte que le rapport qu'il peut y avoir entre IB et IC peut être de l'ordre de la dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 5, donc par exemple 50 fois, ça peut monter jusqu'à 300 fois, 400 fois, ça dépend un petit peu le transistor. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est que quelque part entre IC, qui va dire le courant de puissance qui va traverser le moteur, et le courant IB nécessaire pour pouvoir injecter ce courant dans le moteur, peut être de l'ordre parfois de 100, de 200, de 300. Dans notre cas ici, il est de l'ordre d'une cinquantaine. Donc c'est-à-dire que le rapport qui existe entre le courant IC et IB est de l'ordre je crois de 50, 60 à peu près dans le cas du transistor ici choisi, qui est le 2N3055. Et donc ça, je vais vous montrer ça, bien sûr, en simulation, pour avoir vraiment des détails. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? C'est qu'en réalité, à ce moment-là, puisque l'on sait, puisque le courant absorbé par le moteur sera toujours le même, en tous les cas, ce sera celui qu'on désirera obtenir. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, si j'ai une tension ici de 10 volts au niveau de mon moteur, ben, je vais absorber, le moteur va absorber un courant, disons, de autant. Si on fait 10 divisé par 34, vous allez avoir votre courant en question. Mais ce qui est important de voir, c'est que du coup, le courant principal qui traverse le moteur ne sera pas le courant qui sera absorbé par le potentiomètre. Et donc justement, puisque le potentiomètre, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit simplement le courant IB. Et donc, ce qui va traverser le potentiomètre sera 50 fois, dans ce cas-ci, plus petit que ce qui traverse le moteur, ce qui veut dire que du coup, d'un point de vue influence au niveau du potentiomètre, au niveau de la tension obtenue, on va être nettement être amélioré, et surtout aussi d'un point de vue puissance, dites-vous bien qu'à ce moment-là, la puissance dissipée par la partie ici supérieure du potentiomètre sera fortement réduite, puisqu'elle sera 50 fois, voire 60 fois dans ce cas-ci, plus faible, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous allez avoir, bien sûr, quelque chose qui va tenir la route. Alors, ici, je vous montre là, simplement le transistor qui a été utilisé, c'est un 2N3055. Alors vous allez me dire, mais
ok, ce n'est plus le potentiomètre qui va chauffer, mais c'est le transistor. Alors certes, puisque quelque part, il faut bien vous dire que le transistor va également chauffer, puisque il faut bien vous dire que le courant du moteur qui traverse le moteur sera aussi le courant qui va traverser le transistor. Or, on sait aussi qu'aux bornes du transistor, vous allez avoir, bien entendu, une tension. Dans ce cas-ci, regardez, plus ou moins, dans ce cas-ci, si j'ai ici 11 volts, de 13 volts. Donc, ça veut dire que lui va aussi dissiper une puissance de l'ordre de 4, de 4 watts comme tout à l'heure. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre d'éléments, il faut bien vous dire que ce genre de transistors sont prévus, en tous les cas en prenant certaines précautions, de pouvoir, eux, dissiper de la puissance sans pour autant, je veux dire, partir en fumée. Et vous allez voir aussi qu'il est possible, pour améliorer la tenue thermique de l'élément, parce que tout élément a quand même ses limites, on peut aussi venir leur greffer ce qu'on appelle un radiateur, un refroidisseur, un dissipateur thermique, qui permettra d'extraire les calories vers l'extérieur beaucoup plus facilement, pour éviter que le transistor, si vous voulez, lui ne brûle tout simplement. Mais en tous les cas, ce composant, lui, moyennant quelques petits aménagements, est prévu, alors que le potentiomètre ne l'est pas, lui, du tout. Alors je vais vous montrer quand même tout ça en simulation, ce sera un peu plus parlant peut-être. Pour rappel, si vous allez sur le blog, vous avez la possibilité, donc pour ceux qui connaissent peut-être LT Spice, vous avez la possibilité d'aller chercher les quelques fichiers qui sont utilisés ici dans la vidéo et dans l'article, parce qu'en fait il faut savoir que tout ce que je vous explique ici, vous avez la version, je vais dire, sous forme d'article au niveau du blog. Vous aurez peut-être des explications complémentaires à ce que je viens d'expliquer. Mais donc voilà, donc tous ces fichiers, vous allez pouvoir les obtenir pour alors ne pas trop vous tracasser et pouvoir ainsi faire une simulation chez vous, si jamais vous le désirez. Alors regardez, vous retrouvez ici bien sûr le même schéma. Ici je vais lancer la simulation. Alors excusez-moi, je vais quand même fermer, parce que quand on fait comme ça des tests, on a 136 fenêtres qui apparaissent. Voilà, donc je vais faire ceci pour plus de clarté. Donc de nouveau je vais repositionner, donc pardon, il y a quand même quelque chose qui m'échappe, pote avec moteur. Donc ça je ferme. Voilà, donc ici je vais aussi, attention, je fais un peu de nettoyage, je préfère revenir à zéro pour vous expliquer. Et voilà, alors je viens lancer la simulation, je viens regarder si j'ai mis un probe, j'ai bien ici la tension V-in qui est là-bas, qui correspond bien à 24 volts, et je viens de nouveau ici mettre mon probe, d'ailleurs c'était indiqué 12 volts, vous avez ici le 12 volts qui est indiqué. Et donc là, vous voyez que, et regardez, ce qui est génial, c'est que vous avez ça pour à peu près 55%. Avec lesquels vous n'avez pas pour 50. Alors il y a aussi une autre raison, c'est d'une part, il y a toujours un petit courant qui traverse le potentiomètre, puis il faut savoir également que entre, là, d'ailleurs je vais mettre ici le probe à cet endroit-là, là aussi je dois rester un peu prudent dans les, enfin pas prudent, mais en tous les cas, je n'ai pas ici toutes je ne sais pas expliquer ici tous les détails, pardon, du fonctionnement du transistor, mais vous avez globalement entre la base et l'émetteur de l'ordre de 0,6 volts de différence. Donc en fait ici, on doit monter un peu plus haut, donc on doit plus ou moins être à 12,6. D'ailleurs, si que je vais faire là-bas, je vais mettre ici un curseur. Donc là, je vais mettre ici un curseur. On va voir tout de suite que voilà, que vous avez, vous voyez, 12,45. Ici là, contre 12, donc on n'a pas tout à fait 0,6, mais on a toujours un point plus haut entre la base par rapport à l'émetteur. Donc c'est pour ça aussi, de cette raison, qu'on doit monter un petit peu plus haut, mais en fait on se rend compte ici qu'on arrive à des valeurs beaucoup plus proches de d'un aspect, plutôt de la partie théorique de ce qu'on recherchait au départ. Alors, je vais aussi alors vous montrer ici au niveau des courants. Je vais moi donc dans LT Spice, si vous appuyez sur la touche Alt, vous savez changer votre probe de tension quelque part en probe de courant. Donc je vais faire ici ceci. Regardez, je vais mesurer à la fois regardez le IB et le IC. Je vais y placer aussi deux curseurs pour plus de facilité. Je vais passer le deuxième curseur là-bas. Et vous voyez que, en gros,
Regardez, le IC, on mesure à 346 mA. Donc ça correspond plus ou moins à ce qu'on recherchait tout au départ, 350. Et regardez ici en vert, le IBQ1 est de l'ordre de 6,4 mA. Donc le potentiomètre, lui, ne voit plus du tout les 350 mA absorbés par le moteur, il ne voit plus que 6 mA, ce qui est quand même fortement diminué. Et donc c'est là que du coup il est d'une part moins influencé, puis d'un point de vue échauffement il est quelque part tranquille. Et donc je le répète, il faut savoir qu'il existe des transistors avec des gains encore, on appelle ça le gain en courant, c'est le ratio entre IC et IB. Vous avez des transistors qui ont des gains encore supérieurs bien sûr à 50. Et donc du coup, si vous avez un transistor qui a un gain encore plus fort, vous aurez encore moins de courant absorbé au niveau du potentiomètre. Voilà, et donc voilà, donc je pense qu'ici j'espère en tous les cas vous avoir pu vous expliquer de manière succincte, je veux dire, la problématique qu'on a ici rencontrée, et avec bien sûr la manière, le type de circuit utilisé pour solutionner ce problème en question. Voilà. Et ici je reviens à ma présentation, ok. Mais j'espère ne pas avoir été trop brouillon, d'avoir été clair dans ces petites explications. N'hésitez pas donc en cliquant sur le lien qui va apparaître si vous voulez avoir la version manuscrite donc sous forme d'article au niveau du blog, donc le même blog Devenez Pro en électronique. Là vous allez pouvoir alors retrouver, je dirais, la partie écrite de cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé et vous trouvez qu'elle peut servir à les personnes de votre entourage, n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous la trouvez sympa. N'hésitez pas aussi à la partager pour quelque part aider les gens qui pourraient rencontrer la même problématique. Et moi de mon côté, je vous dis à très bientôt sur Devenez Pro en électronique. Au revoir.